Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue, voici vos infos du soir. La tragédie en Tunisie après l'attentat survenu aujourd'hui dans la capitale. 2 hommes armés ont pris pour cible des touristes aux abords et à l'intérieur du célèbre musée Bardo de Tunis. Bilan 22 victimes dont 20 étrangers. État des lieux dès le début de cette édition sur la situation dans le pays. L'engagement toujours grandissant de la Fondation Lalla Salma Prévention et Traitement des Cancers. Ces équipes ont traité 27 000 nouveaux cas l'an dernier et suivi quelques 160 000 patients. Un bilan dressé lors du conseil d'administration présidé par Son Altesse Royale Lalla Salma. Le savoir-faire agricole marocain primé dans la capitale allemande à travers le prix du mérite décerné à la firme Matécha. C'est toute une filière qui gagne ainsi en notoriété, de quoi faire la fierté de son patron Taqeddin Sharradi. Et la face sauvage de l'humanité explorée à travers les prises de vue d'Aïda Moulouné, la photographe éthiopienne, expose actuellement ses derniers clichés à la culte galerie de Rabat, une démarche aussi déroutante qu'impressionnante pour laquelle elle n'hésite pas à se mettre en scène. Stupeur, colère, indignation et surtout une profonde tristesse ce soir chez le peuple tunisien. La Tunisie, touchée en plein cœur par une attaque terroriste qui a fait 22 morts et une quarantaine de blessés. Les 2 assaillants ont été abattus par les forces de sécurité tunisiennes et le calme est ensuite revenu peu à peu dans la capitale Tunis où des centaines de personnes se sont rassemblées unies dans la douleur, l'incompréhension et dans une atmosphère empreinte de solidarité, un état d'esprit renforcé par les propos du président tunisien Béji Caïd Sebsi qui a promis ce soir que la Tunisie va tout faire pour empêcher de nouvelles attaques de ce genre. Cette information, bien sûr, sera largement traitée dans notre édition. Les événements qui ont eu lieu dans l'enceinte du célèbre musée Bardo ont duré plusieurs heures et ont tenu en haleine la planète entière. Le bilan est lourd, 22 victimes, je vous le disais, dont 20 touristes étrangers dans ce haut lieu de la culture situé à proximité du Parlement tunisien, l'institution politique symbole de 4 années de lutte pour le rétablissement de la démocratie dans ce pays. Retour sur le film des événements tragiques avec Mehdi Sofiane. C'est une journée sanglante qu'a vécue la capitale tunisienne. Il était près de midi lorsque des terroristes armés de Kalachnikov ont tiré sur des touristes près du célèbre musée du Bardo. Plusieurs touristes tentent de fuir vers le musée ou vers le Parlement situé à quelques mètres du lieu de l'attaque. Mais ils sont pourchassés par les assaillants. Bilan 22 morts et une cinquantaine de blessés. On est resté pendant 1 heure à peu près assis par terre, sans bouger, jusqu'à ce qu'il y ait l'intervention des forces de police et tout. Et là, on nous a dit, vous courez, vous sortez vite de là. Et on nous a emmenés à la caserne militaire où on sort là maintenant. Un agent des forces spéciales tunisiennes a été tué lors de l'assaut donné contre les terroristes. Les auteurs de l'attentat ont été abattus et des complices sont toujours recherchés. Avec tous les partis politiques et toute la société civile, nous devons être unis pour combattre ce fléau qui menace la stabilité et la sécurité de la Tunisie. Des touristes sud-africains, français, polonais et italiens figurent parmi les victimes de cet attentat, qui est un coup très dur pour le secteur du tourisme, l'un des secteurs clés de l'économie tunisienne. Et comme par réflexe de survie, des centaines de Tunisiens ont investi les rues de la capitale pour dénoncer ces actes terroristes. Ils se sont retrouvés devant le théâtre municipal, tout un symbole avec des pancartes sur lesquelles il était inscrit « Non au terrorisme » et « Vive la Tunisie », une manière de combattre le terrorisme en marquant son opposition. Un autre rassemblement est prévu demain au musée du Bardo à midi, toujours dans la capitale tunisienne. Et l'attentat de ce matin a suscité une profonde indignation au Maroc. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le Royaume condamne vigoureusement l'attaque terroriste ignoble qui a frappé aujourd'hui le musée du Bardo à Tunis. Le Royaume qui dénonce dans les termes les plus forts cet acte terroriste abject qui vise à porter atteinte au modèle démocratique de la Tunisie et à l'économie de ce pays, avant de réitérer sa solidarité et son soutien total avec la Tunisie sœur dans ses efforts visant la préservation de la sécurité et la stabilité.
Et la position du Maroc fait écho aux différentes réactions de la communauté internationale. Les États-Unis ont condamné avec la plus grande fermeté l'attaque terroriste à Tunis. De son côté, le président François Hollande a exprimé son soutien le plus total à Tunis. Quant au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, eh bien, il a exprimé sa solidarité avec le pays. Tour d'horizon des réactions avec Samia Harissi. Après l'attaque sanglante contre le musée Bardo à Tunis, les réactions dans le monde s'enchaînent. À Paris, François Hollande exprime la solidarité de la France avec le peuple tunisien. Chaque fois qu'un crime terroriste est commis, où que ce soit, nous sommes tous concernés. Nous le sommes quand il s'agit de vies humaines, effroyablement broyées par la machine terroriste. La tragédie tunisienne a aussi ému les États-Unis, qui saluent la réponse des autorités tunisiennes face à la violence gratuite par la voix de la porte-parole du département d'État. Les États-Unis se tiennent aux côtés du peuple tunisien dans cette dure épreuve et continuent à supporter le gouvernement tunisien dans le développement d'une Tunisie sûre, prospère et démocratique. Ban Ki-moon condamne également très fermement cette attaque meurtrière. Parmi les touristes touchés, il y aurait également des ressortissants polonais. Il y aurait hélas très certainement des Polonais parmi les victimes. Je voudrais être plus précise, mais je dois attendre de recevoir des chiffres plus exacts. Tout ce que nous savons, c'est qu'il y avait 20 touristes polonais dans l'autobus ciblé par les terroristes. Plus d'une vingtaine de personnes, en majorité des touristes, sont morts ce matin dans une attaque armée, la première à viser des étrangers depuis la révolution tunisienne. Et à l'instant, Sa Majesté Mohamed VI vient d'adresser un message de condoléances et de compassion au président tunisien Béji Caïd Sebsi. Le souverain y affirme avoir appris avec une profonde émotion et une grande indignation la triste nouvelle de l'attaque terroriste, tout en condamnant fermement cette agression criminelle lâche qui visait la sécurité et la stabilité de ce pays ami et frère, mais également cet édifice culturel, symbole du patrimoine civilisationnel et humain tunisien et séculaire, Sa Majesté Mohamed VI, qui exprime également sa solidarité la plus totale avec la Tunisie dans ce message, donc qui vient d'être adressé au président tunisien à la suite de ces attentats. Et à la une de vos journaux, vous retrouverez dès demain les images et les témoignages relatant l'enfer vécu par les victimes de cette attaque et ressenti par tout un pays. Les commentaires de nos confrères de la presse écrite ne manqueront pas également de dénoncer l'atteinte portée aux libertés et à la dignité humaine, comme ils nous l'ont confié cet après-midi. Voyez ce reportage de Abdelrahim Bouhdioui, le récit est signé Mehdi Sofiane. L'attentat de Tunis est à la une des principaux titres de presse paraissant demain. Pour la presse nationale, cette attaque reflète l'ampleur de la menace terroriste en Afrique du Nord. Ce qui est très frappant dans cette attaque, c'est le choix des cibles, qui est le résultat de l'idéologie de haine des terroristes. Ils ont ciblé un musée, des touristes et le Parlement. Cet attentat qui malheureusement confirme les menaces qui pesaient sur la Tunisie, devenue poreuse à cause de l'instabilité terrible qui sévit en Libye et les maquis dans l'Algérie voisine, est une nouvelle donne de la forte tension qui prévaut maintenant depuis que toute la zone est menacée par des organisations terroristes. Éditorialistes et analystes estiment que cet attentat vise clairement à déstabiliser la Tunisie et son économie. Cet acte terroriste a visé un secteur vital de l'économie tunisienne, celui du tourisme, en attaquant des touristes et un musée en plein cœur de la capitale tunisienne. من خلال الهجوم على حافلة للسياح وكذلك متحف في تونس العاصمة. C'est un choix qui, je pense, qui est complètement délibéré pour porter un coup dur à l'économie tunisienne, mais c'est aussi l'endroit qui se situe à quelques mètres, pas très loin du Parlement tunisien, qui est le symbole de la souveraineté nationale de ce pays, et au moment même où il y a lieu un vote d'une loi contre le terrorisme, une loi antiterroriste. Pour la presse nationale, l'attentat de Tunis représente également une volonté de déstabiliser le processus démocratique en cours en Tunisie.
Et ces derniers événements nous démontrent malheureusement que la menace terroriste est une réalité en Tunisie. Dans le cadre de leur transition démocratique, les autorités savaient que ce serait l'un des principaux défis à relever. Pas plus tard qu'hier, 4 cellules ont été démantelées et depuis février, 400 personnes soupçonnées d'activités terroristes ont été arrêtées. Autant d'efforts destinés à parer les attaques qui se sont multipliées ces derniers mois à la frontière libyenne et algérienne. Les développements, Hind Ben Abdenbi. La Tunisie fait face depuis la révolution de janvier 2011 à l'essor d'une mouvance djihadiste armée responsable de la mort de dizaines de policiers et de militaires. Les forces armées tunisiennes traquent depuis la fin 2012 des combattants à la frontière algérienne, en particulier dans la région du mont Chaambi. En juillet dernier, 15 soldats ont été tués sur ce mont par un groupe de 40 à 60 terroristes. C'est le pire assaut du genre de l'histoire de l'armée tunisienne. Presque un an, jour pour jour auparavant, le 29 juillet 2013, 8 militaires avaient été sauvagement tués, dont certains égorgés, dans une embuscade dans la même région. L'événement avait été précédé par l'assassinat du député de gauche Mohamed Brahmi à Tunis quelques jours plus tôt. Par ailleurs, l'année dernière, Al-Qaïda au Maghreb islamique a pour la première fois revendiqué la responsabilité d'attentats récents perpétrés en Tunisie, notamment l'attaque de la résidence du ministre de l'Intérieur fin mai 2014, une attaque qui a causé la mort de 4 membres des forces de l'ordre. La frontière entre la Tunisie et l'Algérie est la principale zone cible d'attaques terroristes. En novembre dernier, 4 militaires ont été tués et 11 autres blessés. Et en février, c'était 4 gendarmes tunisiens qui ont perdu la vie à la suite d'une attaque terroriste. Un phénomène qui effraie une population confrontée aujourd'hui à l'ascension de l'organisation de l'État islamique qui compte de nombreux Tunisiens dans ses rangs. Certains se revendiquent de l'organisation Ansar al-Sharia, un mouvement classé terroriste par les autorités tunisiennes en 2013 pour son rapprochement avec Al-Qaïda au Maghreb islamique et aujourd'hui avec Daesh. Lié au réseau Al-Qaïda, la phalange Uqba ibn Nafi est considérée aujourd'hui comme le principal groupe djihadiste du pays, actif dans cette même région du Mont Chaambi à la frontière avec l'Algérie. Par ailleurs, la Libye voisine attire de plus en plus de combattants djihadistes tunisiens qui auraient participé à diverses attaques à Tripoli et Benghazi. Et selon le ministre des Affaires étrangères tunisien, 3 000 à 4 000 Tunisiens combattraient en Syrie et en Irak, notamment aux côtés de l'État islamique. Il s'agit du plus important contingent étranger de Daesh. Environ 500 seraient revenus en Tunisie et représenteraient donc une menace imminente. Et vous le disiez, l'une des menaces terroristes contre la Tunisie provient de Libye. La Libye où les violences gagnent de jour en jour en intensité. Des affrontements attisés par l'expansion dans la région des extrémistes de Daesh, des fanatiques qui sont notamment aux prises avec les combattants fidèles au gouvernement dissident de Tripoli. Une situation qui a jeté dans les rues des centaines de civils en fuite au moment où doivent reprendre demain à Skhirat les pourparlers entre les partisans et les représentants des 2 parlements libyens. International toujours, il a déjoué tous les pronostics et les sondages. Le Premier ministre israélien est arrivé largement en tête des législatives d'hier. Une victoire surprenante de Benjamin Netanyahou qui laisse un goût amer aux Palestiniens. Bibi, comme l'appellent ses supporters, étant un partisan de la colonisation, des promesses de campagne que l'Europe et les États-Unis lui demandaient ce soir d'abandonner. Donia Hachem. L'heure est à la fête chez les sympathisants du Likoud. Déjouant tous les pronostics, le parti de droite a remporté les élections législatives anticipées avec 30 sièges à la Knesset contre 24 pour son adversaire travailliste. Benjamin Netanyahou, qui s'est recueilli aujourd'hui au mur des lamentations, est désormais en mesure de former une 4e fois le gouvernement israélien. Je ferai tout mon possible pour assurer prospérité et sécurité à tous les citoyens d'Israël. Benjamin Netanyahou se mettra au travail dès que le président l'aura appelé à le faire. Le nouveau gouvernement devrait être formé dans un délai de 2 à 3 semaines, une défaite incontestable pour le chef des travaillistes. J'ai parlé au Premier ministre Benjamin Netanyahou, je l'ai félicité. J'aimerais dire quelque chose au peuple israélien. Les défis restent les mêmes, les problèmes aussi. Rien n'a changé. Lors de ce scrutin qui a enregistré un fort taux de participation, près de 72%, un chiffre supérieur à la précédente élection de 2013, les Arabes israéliens ont décroché 14 sièges selon des résultats provisoires, un score historique qui permet au parti arabe israélien de devenir la 3e force politique de la Knesset.
Retour au Maroc où le chef du gouvernement a salué aujourd'hui les efforts consentis pour le développement du secteur des télécommunications et la promotion de l'usage des technologies de l'information et de la communication dans le pays. Des efforts notamment déployés par les membres du comité de gestion du service universel des télécommunications dont Abdelillah Ben Kiran présidait la 10e réunion, et ceci au moment où l'Agence nationale de régulation des télécommunications annonçait l'attribution d'une licence 4G à chacun des 3 opérateurs, Maroc Télécom, Inouï et Meditel, pour un tarif global de 2 milliards de dirhams. Politique et la réforme de la régionalisation qui avance bien. Le projet de loi organique qui doit délimiter les contours géographiques et politiques du nouveau découpage territorial a été débattu aujourd'hui à la Chambre des représentants, et cette fois-ci, les partis d'opposition n'ont pas claqué la porte de la Commission de l'Intérieur après avoir reçu l'assurance que leurs propositions seraient prises en considération. Reportage Moubarak Ibrahimi à Al-Hamini au commentaire et Hind Ben Abdelbier. C'est le retour autour de la table des discussions après le boycott des travaux de la Commission de l'Intérieur par l'opposition lundi dernier. Les députés ont repris aujourd'hui le débat autour de la loi sur le modèle de régionalisation avancée. L'heure est donc à l'apaisement. Nous prenons en compte les propositions qui ont été faites par tous les partis dans le cadre de l'approche participative adoptée par le gouvernement et par le ministère de l'Intérieur. Tous les chiquiers politiques participent à cette discussion. D'ailleurs, de nombreuses propositions de l'opposition ont été prises en compte et d'autres issues de la majorité ne l'ont pas été. Une réponse à l'opposition qui reprochait au gouvernement de ne pas prendre en compte ces suggestions. La session a également permis au ministre délégué à l'Intérieur de revenir sur les grandes orientations de la nouvelle loi. Le projet de régionalisation avancée est un grand chantier national. C'est une avancée primordiale pour le développement de notre pays. Ce dialogue permet d'intégrer l'opposition à la mise en œuvre des lois organiques, notamment celles concernant les régions, provinces, préfectures et communes du royaume, ainsi que celles concernant le découpage électoral. Les présidents des groupes parlementaires cherchent aujourd'hui le consensus autour des amendements proposés depuis le début de la concertation en juin dernier. La mouture déposée au Parlement contient plusieurs mécanismes assurant à la fois une autonomie de gestion et un rôle central de la justice. Santé à présent et le bilan impressionnant de la fondation Lalla Selma Prévention et Traitement des Cancers. L'an dernier, elle a procédé à l'ouverture d'un centre d'oncologie à Meknès et de 3 établissements de référence à Casablanca, Tanger et Marrakech, qui ont contribué notamment à traiter une partie des 27 000 nouveaux patients. Sans oublier la mise en service cette année de l'Institut de recherche sur le cancer, annoncé aujourd'hui à Rabat lors du conseil d'administration présidé par son Altesse Royale Lalla Selma. Reportage Kautsar Dahdouh et Mohamed Richi. La fondation Lalla Selma Prévention et Traitement des Cancers dresse son bilan pour l'année 2014. La réunion du conseil d'administration présidée par son Altesse Royale la princesse Lalla Selma a passé en revue l'ensemble des projets lancés par la fondation l'an dernier, à savoir l'ouverture au public du centre d'oncologie de Meknès et de 3 centres de référence à Casablanca, Tanger et Marrakech. Une année marquée également par une augmentation significative de l'accès aux soins, 27 000 nouveaux cas traités et plus de 160 000 patients suivis dans les différents centres d'oncologie publics. L'année 2014 a connu d'importantes réalisations qui ont dépassé les objectifs fixés. C'est le résultat d'une collaboration fructueuse avec l'ensemble des acteurs concernés. C'est aussi grâce à la confiance dont jouit la Fondation auprès de ses partenaires. Dans le cadre de son partenariat avec le ministère de la Santé, la Fondation a mis à la disposition de ces centres plus de 260 millions de dirhams de médicaments. Les patients titulaires de la carte Ramed ont également eu un accès gratuit aux différents traitements. Les activités de la Fondation ont touché tous les domaines du plan national de prévention et de contrôle du cancer. 2 campagnes nationales de sensibilisation ont été lancées en 2014, l'une sur le sevrage tabagique et l'autre sur le dépistage du cancer du sein. Ces réalisations ont eu un impact positif sur les prestations dont bénéficient les citoyens, que ce soit sur le plan de la prévention et du diagnostic précoce ou sur le plan de la prise en charge des patients. Sur le plan de la recherche, la Fondation Lalla Selma Prévention et Traitement des Cancers a assuré le financement de 9 projets programmés sur une période de 3 ans, ainsi que la construction et la création officielle de l'Institut de recherche sur le cancer qui ouvrira ses portes en avril 2015.
C'est une récompense dont il est particulièrement fier. Taqeddin Sharadi, le patron de la société Matesha, a reçu le prix du mérite en marge d'un grand salon dans la capitale allemande, d'une véritable consécration pour la qualité de ses tomates dont il n'a pas à rougir, mais aussi une reconnaissance des retombées sur la filière du plan Maroc vert. Commentaire d'Onia Hachem sur un reportage de Abdeltaïf Ben Taleb et Adil Bouskari. C'est la consécration pour Taqeddin Sharadi et son groupe Matesha Maroc, entreprise spécialisée dans l'emballage et la production de tomates située à 30 km au sud d'Agadir. Matesha Maroc est entré dans le top 10 mondial des meilleures entreprises exportatrices de tomates, un prix décerné le mois dernier dans la capitale allemande. Ce prix est une reconnaissance internationale de la qualité du produit marocain, mais c'est aussi tout le secteur agricole qui est concerné, en particulier la filière fruits et légumes. Qu'elle soit ronde, ovale, en grappe ou en cerise, l'entreprise exploite plus de 300 hectares de serre et produit 40 000 tonnes de tomates par an, dont les 3/4 sont destinés à l'export. Nous avons développé notre production en intégrant d'autres variétés de tomates. Étant donné l'expérience de nos équipes d'ingénieurs et de techniciens, nous avons pu obtenir des certificats de qualité supérieure. Primer une entreprise marocaine, c'est aussi une manière de mettre en lumière l'agriculture performante du royaume et les efforts déployés par la filière fruits et légumes, un secteur qui a la faveur du plan Maroc vert. On dit souvent que l'homme est un loup pour l'homme et l'actualité d'aujourd'hui nous l'a malheureusement démontré. Cependant, ce proverbe a inspiré l'artiste éthiopienne Aïda Mouloune. La photographe dévoile actuellement à Rabat une série de clichés sur lesquels elle n'hésite pas à se mettre en scène. Un regard déroutant à découvrir à la culte galerie de Rabat. Reportage Samia Harissi. C'est en lisant un poème amérindien sur la nature de l'homme qu'Aïda Mouloune conçoit The Wolf We Feed. Traduisez le loup que nous nourrissons, la part d'ombre et de lumière qui se cache en chacun de nous. C'est une artiste photographe qui travaille un petit peu sur le bien, le mal présent en chaque individu, en chaque personne. Donc son travail, comme vous pouvez le constater, fait ressortir un petit peu l'esprit chamanique africain, très présent aussi dans la culture marocaine. La série 99 fait partie d'une exposition organisée par Simon Jamy, célèbre écrivain, commissaire d'exposition, essayiste et critique d'art, sur le thème de l'enfer de Dante. Aïda Mouloune a choisi l'enfer. Donc en fait, ce que vous avez derrière moi représente sa vision personnelle de l'enfer. Après avoir tourné à travers le monde, la série 99 sera exposée le 7 avril prochain à Washington, une mise en image de mythes et de légendes universelles. Il me reste à vous rappeler l'une des principales informations de ce mercredi 18 mars, la tragédie dans une Tunisie frappée en plein cœur par la violence du terrorisme. 2 hommes armés ont pris pour cible des touristes ce matin à proximité et au niveau du musée Bardo, non loin du Parlement tunisien. Le bilan est très lourd, 22 morts, dont 20 touristes étrangers. Ce soir, le président tunisien Béji Caïd Sebsi a promis que le pays ferait tout pour éviter de nouvelles attaques de ce genre, des attaques qui ont suscité l'indignation de la communauté internationale, des États-Unis à Paris en passant par les Nations Unies. Et dans un message ce soir, Sa Majesté Mohamed VI a adressé ses condoléances et exprimé toute sa compassion vis-à-vis du président tunisien Béji Caïd Sebsi. Le souverain y fait part de sa profonde émotion et de sa grande indignation à la suite de cette triste nouvelle, tout en condamnant fermement cette agression criminelle lâche qui visait la sécurité et la stabilité de ce pays frère. Fin de cette édition. Dans un instant, que du sport, suivi d'Eco-News présenté par Mehdi Boukhari. Prochain JT à 21h en compagnie de Salah Eddin Romari. Nous on se retrouve demain, même heure, même endroit.